didactique professionnelle un dispositif pour analyser les pratiques des cadres d'orientation. Donc, je commencerai par rappeler un peu le plan de cette présentation. Il y aura une petite introduction en guise de rappel de contexte donc, de cette présentation. Nous essayons un petit peu de passer en revue un certain nombre de concepts de base que je nommerai moi la boîte à outils de la didactique professionnelle. Et par la suite, nous verrons ce que nous apprend la didactique professionnelle, pourquoi il est si intéressant pour nous en tant que cadre d'orientation. Et je finirai avec une petite conclusion. Bien évidemment, je ne manquerai pas de rappeler certaines références bibliographiques qui se rapportent un petit peu à ces éléments théoriques que vous allez retrouver. J'espère que ça peut quand même déclencher une discussion autour de cette question de didactique professionnelle. Alors, en guise de rappel, comme vous le savez très bien, la mission, je pense, vous me corrigez si je me trompe, la mission principale de nos ateliers, c'est de produire des documents susceptibles donc de renforcer les capacités, les interventions des conseils d'orientation en matière d'accompagnement spécialisé, soit direct ou indirect, du projet personnel de l'accompagnement. Évidemment, l'amélioration, quand on parle de renforcement, c'est aussi l'amélioration des approches d'intervention spécialisées. Donc, l'enjeu que vous voyez, et vous l'avez évoqué tout à l'heure dans les discussions qui ont précédé, l'enjeu est de taille, et de grande envergure, puisqu'il s'agit de professionnalisation. Voilà donc le cadre dans lequel se met cela. Alors, pour moi, c'est la professionnalisation. Qu'est-ce qu'on entend intéresser par la professionnalisation? Il est entendu comme étant un mouvement social. Pour Richard Boltanski, qui est l'un des grands chercheurs en matière de professionnalisation, il se trouve que c'est mon directeur de thèse. Il a donné une petite définition vraiment très, très marrante. Il a dit que la professionnalisation, c'est une intention sociale avant tout. C'est une intention sociale de faire avaler aux professionnels la pilule de la souplesse. Dans des contextes caractérisés par une globalisation, une mondialisation accélérée, de l'incertitude, donc ça devient quand même un besoin de la société, que ce soit dans des espaces de travail. Donc la professionnalisation aussi est attendue aussi comme étant une invention qui croise à la fois deux éléments essentiels. Le premier élément, c'est l'offre de professionnalisation. Qui dit offre de professionnalisation, dès l'ensemble des dispositifs qui sont mis à la disposition des professionnels pour les pousser dans une logique de gagner en professionnalité, c'est-à-dire de développer des compétences. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est les discours, c'est-à-dire les mécanismes de développement professionnel de ces professionnels. Comment ils se reconnaissent dans ces dispositifs? Comment ils se transforment dans ces dispositifs? Quelle est la rhétorique qu'ils développent à l'occasion de ces dispositifs? C'est le deuxième côté de la professionnalisation. Et bien évidemment, c'est un terme aussi policier. Il revêt plusieurs acceptions. On peut citer comme ça au passage, sans trop tarder. Il y a le premier sens de la professionnalisation, c'est la constitution des métiers. Il y a des métiers qui se constituent. Et à ce moment-là, on fait la différence entre deux logiques. La logique des institutions, c'est-à-dire l'État, c'est-à-dire l'injonction officielle, l'État qui formalise des règles d'action, des règles déontologiques, des prescriptions en général. Et puis il y a la logique aussi des professionnels qui peuvent se constituer en syndicats, par exemple, en groupes sociaux qui luttent pour un meilleur statut de leur profession. Il va bien sûr sans dire qu'il y a toujours une tension entre ces deux logiques à la fois. Le deuxième sens, c'est la professionnalisation des acteurs au sens de amener un professionnel, le doter d'outils, ou bien l'amener à mener une certaine réflexion sur ses compétences, sur ses savoirs professionnels qui vont lui permettre de faire son travail, de réussir son travail, mais avant tout de comprendre son travail. Dernière acceptation, ou bien acception, c'est le sens de le langage de la constitution des organisations. Comment les organisations pensent donc formaliser des règles, comment elles pensent mettre, on va dire, qu'il est pour eux, mettre le profil du bon professionnel. Qu'il est le bon professionnel. Chaque organisation a quand même des repères, a
quand même un certain nombre d'éléments qui définissent en quelque sorte le professionnel qu'on cherche à voir et puis qui sont aussi les compétences qu'il doit avoir. Et puis la grande question maintenant qui se pose, c'est la didactique. En quoi la didactique professionnelle pourrait être utile au conseil d'orientation pour mieux comprendre la compagnie spécialisée? On va donc toujours contextualiser le propos. C'est-à-dire, et comment contribue-t-elle à aider les conseillers dans le processus d'acquisition et de développement de savoir professionnel qui favorise évidemment l'émergence et l'amélioration de leur professionnalité? Voilà encore un autre terme qu'on croise et qui se rapporte toujours à cette dynamique ou à ce mouvement social qui est la professionnalisation. Alors, un ensemble donc de concepts de base qu'il faut maîtriser, il faut connaître, il faut intérioriser si l'on veut bien comprendre la didactique professionnelle. On trouve l'analyse du travail, on trouve l'analyse de l'activité, on verra quelle est la différence entre les deux, on trouve les situations de travail, la différence, les modèles cognitifs ou bien cognitifs opératoires, les gires professionnels, les savoirs professionnels, la situation de travail, le travail prescrit, vous l'avez évoqué tout à l'heure, travail réel et le réel de l'activité, bien sûr, et l'échelle, et j'en passe. Donc c'est ce qu'on appelle en quelque sorte la boîte, un outil de la didactique professionnelle. Donc à chaque fois, dans un autre, on aura l'occasion de développer un concept et de le mettre comme ça dans un contexte bien déterminé. Je vous donne comme titre cette slide qui parle de ce que nous apprend la didactique professionnelle, la didactique comme cadre. Pour moi, il est conçu comme un cadre pour la lecture compréhensive de l'acte d'accompagnement. L'acte d'accompagnement, d'abord, on est censé le comprendre. Donc, on a besoin d'outils, on a besoin de cadres méthodologiques et cadres théoriques. En l'occurrence, ici, c'est la didactique professionnelle. Et à premier abord, on va peut-être que certains diront quelle relation existe-t-il entre la didactique disciplinaire, nous étions tous des enseignants, maths, physique, donc il y a toutes les disciplines. Quelle différence existe-t-il, s'il y en a, entre la didactique disciplinaire et la didactique professionnelle? Donc vous voyez, il y a deux flèches qui vont dans les deux sens. Donc pour moi, personnellement, et d'ailleurs c'est une opinion partagée par un certain nombre de chercheurs, peut-être il y a une grande relation, un grand rapport entre les deux. Si la didactique disciplinaire s'intéresse particulièrement à l'étude et à l'analyse des méthodes et des processus d'apprentissage, c'est-à-dire comment se fait l'apprentissage, comment on didactise une situation, comment on transpose des savoirs, commençons par le choix, c'est-à-dire la sélection de contenu qu'on va proposer à un public bien donné. Bien évidemment, ces contenus doivent être adaptés à ce public. Et encore, selon quelles modalités il faut les présenter, par quels moyens, dans quelles circonstances. Donc toutes ces questions, ça fait partie du champ de la didactique disciplinaire. Et bien c'est évidemment à peu près la même chose. Dans la didactique professionnelle, on s'intéresse particulièrement à l'étude de la relation qui existe entre les situations de travail, les situations donc, professionnelles, et le développement des compétences. Des compétences, bien évidemment, professionnelles. Donc, de ce côté-là, la didactique, c'est en quelque sorte un cadre qui nous aide à analyser la situation, analyser les activités de travail pour en prendre de cela. Donc vous voyez maintenant, c'est-à-dire on met pas l'accent beaucoup plus sur les côtés théoriques que sur les côtés pratiques. C'est-à-dire que c'est par la pratique et dans la pratique et par l'expérience vécue par les professionnels que les savoirs se transforment, se formalisent et se dégagent. Donc la didactique est là pour analyser, pour apprendre et pour développer des compétences. Là, nous parlons bien évidemment de l'accompagnement spécialisé qui nous intéresse, c'est la pratique. En quoi la didactique professionnelle peut servir à l'accompagnement. Alors, si on retourne un petit peu au cadre référentiel de l'accompagnement spécialisé de 2022, conçu par l'équipe de Bimela, sous l'égide bien sûr de nos experts, les textes officiels récents, je dis récents parce qu'il y en a beaucoup de textes, ils parlent de l'accompagnement spécialisé et l'inscrivent dans une pratique dite interactive. Et là, puisqu'on entend dire par interactive, généralement, donc interactif, ça veut dire que l'élève qui est considéré comme étant un cas d'orientation, il interagit avec lui-même, il interagit avec son
environnement immédiat et du coup, il interagit aussi avec son environnement externe. Cette interactivité, c'est le porteur de l'information. C'est comme ça qu'il se transforme, c'est comme ça qu'il construit son projet, c'est comme ça qu'il arrive quand même à se frayer un chemin ou à améliorer ses compétences en général, ses savoirs, ses savoir-faire, ses savoir-être. Alors, ce qui a attiré mon attention dans ce texte, c'est qu'on a dit, c'est une approche interactive, mais qui constitue un paradigme éducatif typiquement marocain. Est-ce que nos collègues ont raison de le dire? Pour moi, oui. Et je vais le montrer scientifiquement et théoriquement. Sauf que j'ai un petit souci avec le mot paradigme. Je ne vais pas rentrer dans les définitions, vous les connaissez tous, qu'est-ce qu'un paradigme, quand est-ce qu'on a commencé à parler de paradigme, est-ce qu'on peut appliquer la question de paradigme sur ça? Pour moi, c'est plutôt une praxis. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on apprend, l'accompagnement, on l'apprend par l'expérience et non pas en référence à des règles théoriques. C'est pour cela qu'il est plus une praxis que paradigme. Donc j'aimerais bien, ça c'est un souhait personnel, que les collègues remplacent le paradigme par praxis, ça serait très judicieux et ça va régler beaucoup de problèmes aussi bien théoriques que pratiques. Nous passons maintenant à l'analyse des pratiques. Et au passage, comme j'ai dit, on va donner quelques définitions d'un certain nombre de concepts qui constituent la boîte à outils de cette didactique professionnelle. Donc, deuxième élément, l'activité de pratique, l'analyse de pratique ou de l'activité. Nous verrons à la fin dans la conclusion qu'il y a la différence entre les deux, parce que c'est très intéressant. Comme dispositif de professionnalisation. Si vous vous rappelez, au début, j'ai donné comme définition que la professionnalisation, ce sont les dispositifs qui sont proposés aux individus. Parmi ces dispositifs qu'on trouve pour gagner en professionnalité, en professionnalisme, on trouve l'analyse de pratique. Alors, l'analyse de pratique, qu'est-ce que c'est qu'analyse de pratique? Alors, en regardant un petit peu la littérature, si abondante soit-il, on trouve un certain nombre de concepts. Par exemple, l'analyse du modèle cognitif. Certains chercheurs, en didactique de l'activité, ou bien, pardon, en clinique de l'activité, parlent d'analyse de modèle cognitif. C'est-à-dire, on analyse les savoirs théoriques qu'a un professionnel sur la situation. Autrement dit, on analyse l'ensemble d'informations sur l'état de connaissances scientifiques de référence pour comprendre et traiter le cas d'orientation. Alors, comme vous allez voir, j'essaie à chaque fois de relier chaque concept traité par rapport à notre pratique principale, qui est l'accompagnement. L'accompagnement, bien évidemment, dans tous ces états et ces cas de figure. Ça, c'est l'analyse des modèles cognitifs. C'est-à-dire, tout simplement, qu'est-ce qu'on a comme savoir, qu'est-ce qu'on a comme connaissance, qu'est-ce qu'on a comme référence bibliographique, qu'est-ce qu'on a comme concept dans la tête qui vont guider notre pratique. On peut analyser cela. Ça constitue le modèle cognitif. Et puis l'analyse du modèle opératoire, ça veut dire quelles sont les différentes stratégies qui sont mises en œuvre par le professionnel pour gérer une situation problème. Si vous vous rappelez très bien, les chers experts nous ont proposé dans l'atelier d'Azila un certain nombre de cas. Il y a une question qui a été posée, quelles sont les stratégies adoptées ou qu'on pourrait adopter pour régler la situation problème. L'analyse donc de ces stratégies renvoie à ce qu'on appelle le modèle opératoire. Et c'est très important dans l'analyse des pratiques. L'analyse de chaîne. Qu'est-ce qu'une chaîne? Ça, c'est un concept développé par Vergniaud. Il se trouve aussi que c'est quelqu'un qui va enseigner. Donc, en référence à sa théorie des champs conceptuels, Vergniaud a développé ce concept, bien évidemment développé auparavant par Piaget. C'est Piaget donc, qui l'a développé auparavant. Bref, un schème, pour moi, correspond un petit peu à un protocole. Lorsque j'ai bien lu le cadre de référence, j'ai trouvé le protocole, par exemple, de l'entretien, le protocole de l'accompagnement direct, le protocole de l'accompagnement. Pour moi, ça correspond un petit peu à un schème. Ça veut dire que c'est une variante, c'est un ensemble d'actions invariables, répétables dans une situation, bien une classe de situation. J'ai donné là un petit exemple. C'est un commun exemple, en tout cas, c'est discutable. Par exemple, dans l'accompagnement psychosocial qui est l'un des composantes de l'accompagnement direct, on peut par exemple trouver le schéma suivant. D'abord, on reçoit la demande. Il y a un élève qui passe dans l'administration. En principe, il va déposer une demande pour voir le cadre d'orientation. Donc, on reçoit la demande,
travaille sur papier moyen, le secrétaire, on n'enregistre pas. On est en train de stabiliser ces pratiques. Ce n'est pas encore finalisé et formalisé. On reçoit la demande, on collecte des informations sur cet élève. En principe, il faut collecter, il faut aller consulter son dossier, voir un petit peu quelques informations, rassembler d'ici et de là les informations inhérentes à cet élève. Par la suite, fixer un rendez-vous avec lui en fonction de ses disponibilités et des disponibilités du cadre d'orientation. Et puis recevoir le consultant, recevoir cet élève demandeur de consultation dans un cadre propice, convenable et qui peut favoriser la liberté de l'expression. Et on est dans avec le problème, on peut donc imaginer qu'au Chine, il faut l'écouter d'abord, c'est clair, une écoute active, en formuler, relancer, renseigner une fiche, évidemment, et en sixième position, concevoir une stratégie d'intervention. Après avoir collecté toute l'information, on conçoit quand même une stratégie d'intervention et à la fin, on évalue son action. Voilà, ça c'est l'exemple d'un chien. Dans l'analyse du travail aussi, on voit trois concepts. L'analyse du travail prescrit, et notre cher expert a bien explicité ce concept tout à l'heure, mais donc ce sont d'autres définitions données, d'autres façons de dire la même chose. Donc, un travail prescrit, c'est l'ensemble des tâches prescrites, c'est-à-dire qu'on peut trouver dans les documents d'ordre prescriptif, tels que par exemple les textes procéduraux, le cadre de déontologie, les directives institutionnelles, le cahier de charge, on va dire pour les notes, le cadre de référence. Ça, c'est le travail prescrit. Ça donne une description des tâches, des attributions, des missions. En principe, c'est un peu théorique. Par la suite, nous avons le travail réalisé. Ça veut dire que le travail est réalisé effectivement. Ce n'est pas toujours la même chose. Et puis, il y a l'analyse du réel de l'activité, c'est-à-dire quelles sont les activités suspendues. Un professionnel en action, il y a des choses qu'il ne fait pas. Il a pensé à des actions, mais il ne le fait pas. Pourquoi il ne le fait pas? Qu'est-ce qui l'a empêché? Quelles sont les activités empêchées? Quels sont les contrats qui sont là? Ça s'appelle le réel de l'activité et c'est un point sur lequel porte l'analyse du réel. Alors, pour ce qui est encore des méthodes constituant le dispositif de l'activité de pratique, on note au passage que les notions pour moi sont identiques. C'est-à-dire, la méthode d'analyse de l'activité de pratique, c'est un peu identique, sauf que, avec une nuance de près, qu'il est nécessaire de conserver l'idée que les situations professionnelles sont des situations de travail, en principe. Situation de travail, situation professionnelle, c'est un peu la même chose. Bon, qu'est-ce que situation en général? En général, les situations peuvent être définies comme étant une forme de vie sociale. Là, je fais référence à Brunel, 1991. C'est également un scénario structuré par des règles et les situations sont organisées autour de trois éléments. Il y a des tâches à réaliser. Quand on parle de situations, il faut donc dire quelles sont les tâches à réaliser, quels sont les buts à atteindre et quelles prescriptions plus ou moins précisément définies. Quelles sont les prescriptions? Ça, c'est pour la situation en général. Mais en didactique professionnelle, la situation de travail aux situations professionnelles renvoie principalement à 4 éléments, ou bien porte sur 4 éléments. 1. Il renvoie à ce à quoi les professionnels, ou les futurs professionnels, quand il s'agit d'un contexte de formation, qu'est-ce qu'ils ont à faire? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vont faire comme métier? Quelle serait leur tâche principale? Donc l'analyse pour porter sur cela. Avec quoi ils ont à faire? Quels sont les moyens pour réaliser les tâches? Comment ils vont résoudre? Quelles sont toutes les difficultés de toute nature? Au sens où ils doivent sur la commander, ici à commander. Et puis, agir sur quoi? C'est-à-dire quelle est la situation sur laquelle on doit agir? Et ce dans les objectifs. 1. Pour la transformer, parce qu'on n'agit pas de la situation de façon, on va dire, neutre, mais on se transforme dans la situation et on la transforme. Et la situation exerce un pouvoir sur nous et nous transforme aussi. Parce que c'est une situation apprenante et on apprend d'elle. Et puis, enfin, agir avec qui? Qui sont les interlocuteurs? Qui sont les possibles intervenants? Et il manque à elle, intervenants. Voilà. Pardon? Ça saute. Pour ce qui est donc toujours de l'analyse de pratique, je rappelle ici un certain nombre de définitions.
Les pratiques d'accompagnement, si on peut ainsi définir ces pratiques-là, pour moi, c'est l'activité déployée par le cadre d'orientation en situation professionnelle, dans le but affiché que les élèves s'engagent ou poursuivent leur activité de construction ou de développement de leur projet personnel. Ça, c'est une définition personnelle. On peut donc distinguer entre pratiques d'ensemble dans notre métier d'accompagnement. Il y a les pratiques d'information, pratiques de conseil, d'accompagnement psychosocial et les pratiques qui englobent l'ensemble de ces pratiques. Dont les composants sont entre autres les pratiques formalisées, les pratiques de contribution, les pratiques professionnelles hors de l'établissement. À titre d'exemple, le cadre d'orientation participe à un certain nombre d'évaluations, des activités en dehors de son district scolaire, pour ne pas dire uniquement établissement. Alors l'ensemble de ces pratiques, c'est ce qui fait les pratiques d'accompagnement spécialisées à mon sens. Alors il y a plusieurs méthodes pour analyser aussi le dispositif, pour analyser les pratiques. Plusieurs. J'en ai choisi trois ou quatre, histoire un petit peu de me déclencher peut-être une discussion par la suite. Bon, généralement, une situation de travail peut être déclinée selon le plan suivant. Des missions, il y a des missions. Par la suite, il y a des activités qui découlent de la mission et des tâches qui découlent de l'activité. Alors, c'est quoi les missions? Les missions peuvent exprimer le sens, les finalités de l'action globale menée par le ministère à un service et ainsi de suite. Je donne un exemple personnel toujours. À titre d'exemple, mettre en place, dans le cadre de l'accompagnement indirect, un appui technique actif au projet des élèves, ça peut être une mission. Donc on peut analyser cela comme étant une pratique. On peut aussi analyser les activités qui correspondent à cette mission, c'est-à-dire l'ensemble des tâches organisées et orientées vers un but précis. On peut décrire ce qui doit être effectué pour réaliser l'émission. Elle constitue le niveau le plus fondamental de la description. La tâche donc renvoie pratiquement à ce qui devait être réellement organisé et fait. Exemple, pour la même mission, mettre en place un appui technique, on peut penser à une tâche contribuer à l'intégration de la dimension orientatrice dans le PEI. Ça peut être une tâche. Une activité. Les tâches maintenant. Les tâches, elles correspondent aux différentes opérations qui doivent être effectuées pour réaliser correctement une activité. Elles expriment ce que doit faire concrètement un agent en situation professionnelle. Donc, en situation professionnelle, ce qu'on doit faire concrètement, c'est ça la tâche. Exemple, pour la même mission d'une activité, on peut imaginer plusieurs tâches. Un exemple, diagnostiquer, faire le bilan de l'accompagnement éducatif et technique. Faire le bilan des activités des clubs orientants, s'il existe. Œuvrer à l'intégration des heures d'accompagnement dans les tableaux, ça c'est toujours comment aider techniquement un directeur à intégrer la dimension orientatrice dans le public. On peut par exemple, comme tâche, œuvrer à l'intégration des heures d'accompagnement dans les tableaux au service des professeurs principaux, parce qu'ils trouvent beaucoup de problèmes là. Proposer des activités de développement des compétences relatives au PPA, connaissance de soi, méthode d'apprentissage technique, de pédagogie, etc. Rappeler les rendez-vous concernant les différentes procédures d'orientation et de réorientation, ça rentre comme des tâches, donc, ce qu'on appelle l'accompagnement indirect. Les méthodes, elles viennent par la suite. Là, les méthodes. J'en ai 4 méthodes ici, il y en a 4. Première méthode, bien sûr, chaque méthode est adossée à un courant théorique, et ce n'est pas essayé de le donner donc, pour rappeler tout cela, mais je donnerai à la fin des références bibliographiques si vous voulez encore aller plus loin. Donc, n'hésitez pas, c'est très intéressant. Méthode 1, l'autoconfrontation. Il y en a l'autoconfrontation simple et l'autoconfrontation croisée. Il consiste tout simplement à filmer une séquence de travail, une situation de travail, et de la faire commenter par un collègue. C'est-à-dire il y a un collègue, une personne qui accepte d'être filmé pendant qu'il travaille, pendant qu'il exerce son activité, qu'il accomplit une tâche, on le filme, et puis on peut faire un commentaire. Je ne sais pas pour nous, en tant qu'enseignants de français, nous avions dans les CPR ce qu'on appelle nos écrans enseignants. C'est-à-dire il y avait des séquences qui étaient prises, et une fois projetées, on se voit, tiens, qu'est-ce que j'ai fait?
et puis avec des commentaires, etc., on arrive quand même à analyser le réel à analyser l'activité réelle, analyser les empêchements, les problèmes. Et ça permet d'augmenter sa professionnalité. Ça permet d'apprendre beaucoup de choses, de développer des savoirs d'expérience. C'est très intéressant dans le temps confrontation. Et puis la méthode 2, c'est en référence aux travaux de Vermeer, mais évidemment l'entretien d'explicitation propose un retour sur l'activité des acteurs. C'est-à-dire là, il est a posteriori, c'est-à-dire après le travail. Donc il y a une réunion, bien évidemment, un entretien, donc il y a un entretien, et on essaie un petit peu de verbaliser, de mettre en mot son expérience, la mise en mot de l'expérience, de donner la parole aux professionnels, de parler un petit peu de l'action entreprise, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont ressenti, quelles sont les choses qu'ils auraient dû faire ou ils n'auraient dû pas faire. Donc, et cette méthode implique bien évidemment un accompagnement. Donc il doit y avoir un accompagnateur qui va jouer le rôle de médiateur, bien évidemment. Ça peut être aussi un chercheur ou un formateur qui mène l'entretien. La méthode 3, c'est la méthode utilisée dans les recherches réalisée dans le cadre du courant d'analyse psychodynamique. À ce courant-là, il s'intéresse surtout à comprendre les stratégies qui sont mises en œuvre par les acteurs dans des conditions de travail pour ne pas se laisser affecter par des pathologies. Je n'arrive pas à trouver après le terme. L'intérêt comme c'est quelqu'un peut le traduire. C'est un cas extrême. Le cas professionnel. Le cas professionnel. Ou bien le burn-out. Donc on peut arriver à cela. Alors, cette analyse porte surtout sur essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'un professeur peut aller jusqu'au burn-out. Quels sont les états, les émotions développées, comment. Donc là, on ne s'intéresse pas à l'activité en tant qu'activité matérielle, comme support matériel, comme rôle, comme non. Mais comment on exerce cette activité, dans quel climat, dans quelles conditions psychiques, etc. Et ça, c'est très important pour la santé, bien sûr, mentale des professionnels. La méthode 4, que j'aime beaucoup, j'en ai fait pas mal de fois l'expérience, c'est très amusant, mais ce qui est encore amusant, d'où il vient cette méthode? C'est la méthode de l'instruction au sosie. C'est une méthode à la base d'Ivan Odos, c'est une italienne, chercheur italienne. Elle était allée observer le travail des employés ou bien des ouvriers dans les usines de Fiat en Italie. Et il a pu développer cette idée, c'est qu'il y a deux éléments. Il y a une personne, un employeur là, on lui demande, écoute, si tu dois partir par exemple à la retraite ou tu dois partir en vacances quelque part, et puis on va te substituer, c'est-à-dire on va te trouver un substitut, quelqu'un qui te ressemble parfaitement et qui va jouer ton rôle. Et tu vas lui dire des instructions. Qu'est-ce que tu vas écrire un texte ou bien dis-moi, qu'est-ce que tu vas lui dire, quels sont les ordres, quelles sont les choses qu'il doit faire. Et à ce moment-là, ça favorise la liberté d'expression. Les gens commencent à parler. On lui dit exactement, de façon à ce qu'il continue. Quand il est sur poste de travail, les autres ne s'aperçoivent de rien. C'est l'instruction aussi. C'est une technique de, bien sûr, évidemment, notre expert a rappelé ce grand chercheur. Donc, comme on dit, deux personnes, le professionnel et le chercheur, le formateur, demandent à la personne de analyser. Ça permet donc d'analyser son activité et du coup d'apprendre de cela. C'est ça la didactique professionnelle. On apprend des situations. Les situations professionnelles deviennent un support de formation, que ce soit dans le cadre de formation, et devient aussi des moments où on développe et on analyse son travail pour bien le faire. On le comprend, on l'analyse pour bien faire, pour faire mieux. Je ne sais pas si j'ai encore de temps, parce que j'ai 2 slides ou 3, mais là, et la conclusion, voilà. Comme ça, pour rassurer monsieur. Le robot qui regarde la main. Là, j'ai essayé un petit peu d'imaginer quelques situations. D'imaginer quelques situations, ou quelques pratiques, pardon, qu'on pourrait mettre en avant. Donc, il y a des situations du type, il y a des types de situations de l'accompagnement direct B, certaines situations de type, écoutez, je vais vous donner cette présentation et je vais vous donner sur l'article. Il y a un article de 10 pages que j'ai écrit avant de faire la présentation.
Donc c'est un peu l'article, vous avez trouvé beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'explications. Je vous donne l'idée, je remets ça à M. Georges, bien je vais le mettre directement sur le groupe. Comme ça, faire tout le monde est engagé par la suite aux discussions et que j'attends avec beaucoup d'attention. Alors, comme situation d'accompagnement direct, on peut imaginer des situations de crise. On dirait que c'est-à-dire où l'individu, c'est-à-dire l'élève, n'arrive plus à agir. Nous recevons des élèves qui nous disent, écoutez, ben, on est coincé, on ne sait pas où donner la tête. Parce qu'on ne sait pas, ce qu'on va faire dans notre avenir. Des élèves qui n'arrivent pas à prendre des décisions, qui n'arrivent pas à penser par lui-même. Donc ce sont des situations. Par exemple, des situations des élèves surinformés. Des élèves qui ne viennent, ce n'est pas qu'ils manquent d'informations, mais ils sont surinformés, tellement qu'ils sont déboussolés. Nous avons des élèves qui n'arrivent pas à trancher entre deux choix. Et tu dis, écoutez, moi je ne sais pas, est-ce que je vais aller vers tronc commun scientifique ou bien tronc commun, par exemple, littéraire. Et là, l'embarras du choix entre les deux, donc direction. Et ils n'arrivent pas à s'intégrer en classe. Certains élèves le viennent consulter parce qu'ils n'arrivent pas à s'intégrer. Oui, il n'est pas de civil, il vient d'arriver, où il n'est pas du quartier, et puis là, des problèmes, etc. Il n'est pas bien intégré. Certains élèves ont de fausses représentations. Donc voilà, c'est un exemple de situation pour moi de l'accompagnement. Pour l'accompagnement indirect, on peut envisager par exemple, il y a des directeurs qui ne connaissent pas comment s'y prendre avec un bureau. Comment on élabore, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Quelles sont les étapes? Par exemple, rassembler, aller demander, chercher une équipe de pilotage, nommer les là, écrire, je ne sais pas, une note comme ça pour dire qu'on est en train de. On va réaliser un délai. Donc il y a beaucoup de problèmes de ce genre. Des élèves qui s'orientent pour rester avec son camarade. Ça peut rentrer dans la situation d'accompagnement indirect. Des enseignants qui n'adhèrent pas aux travaux d'élaboration du pays. Ils refusent. C'est une situation. Coordonner des actions d'orientation organisées et j'en passe. Vous avez donc le type d'activité. J'ai aussi essayé un petit peu à partir de ce tour théorique, ces éléments qui nous ont été présentés, j'essaie un petit peu de tracer un tableau. Pour moi, c'est une manière d'analyser, c'est pas dispositif pour moi, c'est une manière d'analyser l'activité ou bien les pratiques, notamment de l'accompagnement. Donc pour moi, je mets ici les situations professionnelles, situation par exemple A, vous pouvez choisir le tableau précédent telle ou telle situation et dire quel est le travail prescrit. Qu'est-ce qui est attendu d'un professionnel en termes de mission, en termes d'activité, en termes de tâches et en termes de compétences requises. On note cela, ça fait partie de l'analyse. Par la suite, on visionne le séquence de travail réel, ou bien ça peut être aussi une situation écrite, un cas. De toute façon, il faut accéder au travail réel. Qu'est-ce qui est effectué par le professionnel? Quelles sont les tâches qui étaient effectuées? Quel est le problème rencontré? Quels sont les savoirs d'expérience développés? Et puis, quel est l'impact de la tâche sur l'élève et sur l'établissement elle-même aussi, sur le conseil d'orientation. Parce qu'on a dit que la situation, on se transforme et il me transforme aussi dans la situation. Quelles sont les postures? Est-ce qu'ils sont postures d'écoute, posture de réception, d'entretien? Quelle posture on a pris et quelles sont finalement les difficultés et les contraintes éventuelles? Voilà donc un petit travail. Je dirais que je partage avec vous. Alors, en conclusion, avant d'applaudir M. Hana, on a posé une question au début de la présentation. Quelle est la différence entre l'analyse des pratiques et l'analyse de l'activité? Là, ça réside dans la simple chose. L'analyse des pratiques constitue plutôt un cadre d'échange entre des acteurs. C'est ça l'analyse des pratiques, qui pourront ensuite être repris dans une perspective de formation orientée. Par exemple, le diagnostic, la résolution du problème, ou le travail sur les identités professionnelles. Alors, pour l'analyse de l'activité, il serait plutôt, quant à elle, une méthode d'analyse pilotée par des experts. Il y a la présence d'un expert, et ces experts nous aident à construire des concepts, des méthodes, ils ont des méthodes, des concepts d'investigation pour explorer les activités humaines du travail, que ce soit avec ou sans la participation des professionnels. Voilà un petit peu l'évidence. C'est vrai, normalement, les conclusions ne sont pas faites de cette manière-là, mais j'aurais aimé mettre en avant cette nuance parce que j'ai eu du mal à la comprendre. Personnellement, au début, ça m'a fait beaucoup de mal pour comprendre un petit peu cette différence. Pourtant, il vous paraît maintenant très simple. Pour un expert, c'est clair, ça va aller dans compétences.
Voilà, je finis. Voilà les références bibliographiques consultées. Et je vous dis merci de votre attention et à vos remarques. Bien, merci M. Filari pour cette présentation qui est brillante, complète.